Je vais maintenant faire ma partie de la conférence, bien que je sois un peu estomaquée par ce que je viens d'entendre. Je suis vraiment impressionnée par l'exposé qui m'a semblé très clair pour une personne qui, je vous en avertis, là, moi je ne suis qu'une citoyenne, Madame Tout-le-Monde. Je vais plutôt vous parler de l'implication citoyenne. Et puis, je ne suis donc ni scientifique, ni avocat, ni médecin, mais tout simplement professeur de philosophie au niveau collégial. Voilà. Donc, ce que je vais vous relater ce soir, c'est un peu ce que j'ai pu observer, moi, depuis le début de mon implication dans le dossier compteur intelligent, mais qui implique, bien sûr, vous le savez, étant donné la nature de cette technologie-là, une exposition aux ondes électromagnétiques dont on vient de parler avec le professeur Héroux et le docteur Lee. Donc, je vais aller vers peut-être des choses un peu plus concrètes qui concernent justement le déploiement, où on en est dans le déploiement en ce moment. Ce qu'on a vécu à Montréal, les options qui sont proposées aux consommateurs, ainsi que les informations, je mets des guillemets ici, les informations, ou plutôt la communication qui a été faite par Hydro-Québec concernant ce déploiement de compteurs intelligents. Donc, je me lance et puis, bien sûr, il y aura la période des questions pour compléter au besoin ce qui aurait été un peu moins bien expliqué. Puis, je vous avertis tout de suite que je vais essayer d'aller rapidement pour que vous puissiez poser vos questions. À ce moment-là, si vous pensez que vous avez manqué certains éléments, bien, c'est possible. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur les sites, notamment Lévis Refuse, qui a mis beaucoup d'informations. Le site Refusons les compteurs. Vous pourrez aller comme ça revoir les éléments que je vais mentionner. Voilà, donc le projet de lecture à distance. Bien sûr, comme professeur Héroux l'a dit, lecture à distance des données recueillies par les compteurs intelligents peut se faire par d'autres moyens techniques, notamment le câblage optique ou encore toutes sortes de filages qui auraient pu être proposés au moment de lancer le projet de lecture à distance. En ayant choisi une technologie qui communique sans fil, ben, ça donne tout un réseau qui comporte plusieurs éléments. Je vais essayer de vous les présenter rapidement. Donc, sur cette représentation, vous voyez qu'il y a des petits pointillés rouges. Ce sont les compteurs qui communiquent, qui relaient l'information d'un compteur à l'autre pour les acheminer vers des routeurs qui sont situés dans des poteaux que vous apercevez dans le coin de l'écran. Et ces routeurs réacheminent l'information vers des centrales ou ce qu'on pourrait appeler des serveurs aussi, qui vont traiter l'information. Donc, il y a comme ça une communication constante. C'est un réseau dynamique qui fonctionne sans arrêt, 24 heures sur 24. Et chacun des compteurs communique en moyenne à toutes les 20 secondes ou 40 secondes. Mais n'oubliez pas, c'est dynamique. Les compteurs qui sont situés plus près des routeurs et où la retransmission est faite peuvent communiquer beaucoup plus souvent. Et selon ce qu'Hydro-Québec a communiqué, c'est très rare qu'ils le disent, il y a 3% des compteurs qui peuvent fonctionner anormalement, autrement dit, qui peuvent émettre à 2 fois par seconde. Donc, vous avez le même appareil, mais vous n'êtes aucunement en mesure de savoir quelle sera son activité réelle. Là, je viens de vous parler de la première antenne qui est à 900 MHz, donc qui communique les petits traits rouges. Mais si vous attirez votre attention vers le cercle en bas, le cercle vert, ça vous parle de la deuxième antenne, l'antenne Zigbee, qui est à 2400 MHz et qui est destinée à communiquer avec tous vos appareils électroménagers. Donc, c'est la domotique, c'est la communication sans fil pour la télévision, la téléphonie, bien sûr les ordinateurs, mais aussi les autres appareils, la cuisinière, la sécheuse, qui pourront être télécommandés via votre téléphone intelligent. C'est ce qu'on vous promet et c'est ce à quoi est destiné aussi le compteur intelligent. Donc ça répond peut-être à une question qu'on nous pose souvent, mais pourquoi insiste-t-il pour avoir cette technologie? Bien, voyez-vous, on est en train de mettre en place l'infrastructure pour tout un marché d'objets intelligents qui se présente, là, se bouscule en fait dans les différentes foires technologiques. Pour parler du déploiement, en fait, nous, dans Villeray, on a eu le projet pilote. Le projet pilote a suscité beaucoup d'opposition. Peut-être que ça n'a pas fait l'objet de l'actualité ici dans la région de Québec, mais à Montréal, dans notre quartier, ça a été suffisant pour qu'il y ait une mobilisation déjà et que le projet pilote soit terminé soit avorté, en fait, qu'on y mette fin avant terme.
Donc, en fait, on a réussi à placer les 2 tiers des compteurs. Et à partir du moment où il y a eu une communication qui a été faite sur les possibles surexpositions aux radiofréquences, les rendez-vous ont été annulés et les gens ont refusé d'ouvrir leurs portes. Il faut comprendre que dans notre quartier, c'est un quartier où les compteurs sont situés principalement à l'intérieur des domiciles. Hydro-Québec, pour faire bonne figure devant la régie, où elle devait défendre son projet, a mis fin au projet et a prétendu qu'elle avait réussi à installer 100% des compteurs qu'elle avait finalement décidé d'installer. Donc, oui, il y a un rapport qui existe, je pourrais l'indiquer, c'est disponible sur le site de la régie. Finalement, on a procédé à la phase 1 du projet, qui est essentiellement la carte qu'on voit ici. En fait, ça correspond à la CMM, la grande région de Montréal. 1,4 million de compteurs qui devaient être installés. J'y reviendrai plus tard. Et malheureusement, Hydro-Québec a commencé à tricher, c'est-à-dire qu'on devait s'en tenir à la région de Montréal exclusivement, et on a projeté le déploiement jusqu'au Sainte-Véronique-des-Laurentides. Pour ceux qui le connaissent, là, qui connaissent la région, c'est très loin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tiré une bonne leçon du déploiement dans Villeray. C'est que les compteurs qui se situent à l'intérieur des domiciles, dans les grands centres urbains, comme ici à Québec, ça pourrait être Limoilou, partout il y a des agglomérations. Il y a des compteurs qui sont difficiles d'accès, auxquels les gens peuvent s'interposer au moment de l'installation. Alors, ils ont plutôt fait le déploiement en accéléré pour pouvoir donner des chiffres de performance dans les secteurs où les compteurs sont plus facilement accessibles. Donc, on parle de compteurs à l'extérieur des domiciles ou encore des compteurs qui sont à l'intérieur de chambres de compteurs. Je vous montrerai des photos où on trouve des regroupements de 200, 300 compteurs facilement installables, facilement accessibles parce qu'on a la clé. Donc, je voulais montrer ça parce que les chiffres déjà pour le déploiement sont difficiles à décoder avec Hydro-Québec. On sait que dans la région de Montréal, il y a des secteurs complets, des quartiers complets du centre-ville de Montréal qui n'ont pas été installés, dû à l'opposition des citoyens et dû au fait que les compteurs sont à l'intérieur des domiciles et Hydro-Québec n'a pas la possibilité de vous obliger à ouvrir votre porte pour venir installer un équipement. Ce qui fait que le taux d'installation, le taux de refus est certainement plus grand que le 1% allégué par Hydro-Québec. Voilà. Donc, pour ce qui est de la technologie, si je reviens à l'équipement qui est installé dans le cadre de ce projet-là, on remplace essentiellement les anciens compteurs à roulettes, compteurs mécaniques, par des compteurs électroniques. Ici, on a une première génération de compteurs électroniques qui émettent des ondes. Les gens ne le savent pas, mais depuis 2004, Hydro-Québec installait de ces compteurs-là à la faveur de rénovation ou encore au moment de nouvelles constructions. Donc, notre grande surprise, ça a été de voir que des gens réalisaient, finalement, à la faveur des informations qu'on diffusait dans des assemblées comme celle-ci, les gens réalisaient qu'ils avaient les symptômes, dont je vais vous parler tout à l'heure, depuis plus longtemps que le déploiement. En fait, depuis 2004, ou dépendant des installations. Et le nouveau compteur qu'on vous installe et qui communique avec l'ensemble du réseau, c'est celui-ci. Donc, on le reconnaît par la marque de commerce Focus de la compagnie Landis & Gyr, et c'est le compteur qui communique sans cesse à fréquence variable vers le portail d'acquisition ou encore ce qu'on appelle les serveurs. Donc, 2 sources de radiofréquences via les compteurs. Vous avez donc la première génération et la deuxième génération. Pour la première génération, c'est un compteur qui émettait, vous l'avez ici, à toutes les 30 secondes, de façon très, très régulière, et qui avait une portée moins grande, puisqu'il était destiné à être lu par le releveur qui passait dans la rue, mais qui n'avait pas à descendre de son camion, par exemple. Tandis que les compteurs, eux, des compteurs intelligents de deuxième génération, eux, ont une portée plus grande et sont destinés à communiquer vers les routeurs qui sont beaucoup plus loin. Donc, voilà. Oups, un instant. Les autres composantes, je viens de vous parler des routeurs. Alors, les routeurs, ce sont des appareils qui collectent les informations. Ils sont situés dans les poteaux. Habituellement, des poteaux qui appartiennent à Hydro-Québec, mais parfois dans les mobiliers urbains des municipalités. Vous avez une distance à respecter de 25 pieds et le directeur du déploiement, M. Abiad, nous a assuré que la distance de 25 pieds était respectée. Mais nous, on a constaté que c'était un 25 pieds qui était respecté en hauteur, mais pas nécessairement en largeur, puisque dans bien des cas, on a pu observer à Montréal que ces routeurs-là étaient à hauteur des 2e étages
Et souvent, très près, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite table à pique-nique sur un balcon, donc très près des personnes. Ce sont des équipements qui émettent de façon plus intense encore que les compteurs, bien entendu. Encore un autre cas ici. Et directement vers le deuxième étage ici, à moins de 8 pieds en moyenne d'une pièce habitée. Et on sait que les ondes électromagnétiques peuvent être bloquées par certains matériaux, mais passent très facilement à travers d'autres matériaux, comme le verre. C'est comme si ces personnes avaient presque le routeur dans leur chambre à coucher. Voilà. Vous avez donc une augmentation aussi de la sollicitation des antennes que vous connaissez. Oui, bien, ça fait partie des choses que vous pouvez retrouver facilement sur le site Refusons les compteurs. Vous les avez, ces photos-là. OK? Donc là, vous avez les antennes relais téléphonie cellulaire avec 3,8 millions de compteurs intelligents qui sont comparables à peut-être des abonnements de téléphone. Eh bien, vous avez donc une sollicitation de ces antennes-là, donc qui seront appelées à être de plus en plus puissantes et de plus en plus présentes. Donc, si vous étiez déjà inquiet de l'apparition et de la multiplication d'antennes dans votre antenne de téléphonie dans votre environnement, dites-vous qu'avec un tel projet, c'est appelé à être de plus en plus présent, de plus en plus Phénomène préoccupant, et on s'est questionné beaucoup sur le rôle de la direction de la santé publique. On s'est aperçu dans nos recherches que les antennes se situent très souvent sur des toits d'hôpitaux et de CHSLD. On a donc découvert que finalement, les antennes, là on parle ici de Rogers, TELUS, Bell et Vidéotron, sont souvent des locataires d'espace sur des toits d'hôpitaux et de CHSLD qui appartiennent tous au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça explique, à nos yeux, peut-être, en partie, la complaisance des agences de santé publique qui s'en tiennent uniquement aux effets thermiques possibles des ondes, mais qui omettent sciemment là, et, de considérer les effets biologiques qu'on a évoqués tout à l'heure avec le professeur Héroux. Donc, c'est assez troublant de constater ça. Ici, c'est un hôpital à Montréal. Et il y a bien sûr les églises. Vous avez ici, pour faire un résumé de ce qui a été dit peut-être tout à l'heure, les sources de micro-ondes, en fait, sont... Vous reconnaissez donc les nouveaux appareils qui apparaissent sur le marché de façon tout à fait récente. Mais par le passé, il y avait d'autres expositions des champs magnétiques avec les radios et les télévisions. Donc, les compteurs appartiennent vraiment à la catégorie des appareils émetteurs de micro-ondes. Je vais très rapidement. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a un effet cumulatif de tout ça. Et ça aussi, c'est négligé dans l'impact qu'on peut anticiper là, de l'exposition à ces zones-là. Ce qui fait que, effectivement, si je vous relate un peu ce qu'on a vécu lors de la phase 1, très rapidement, on a eu des témoignages de personnes. Vous pourrez les relire, ces témoignages-là, sur le site Refusons les compteurs, mais aussi des témoignages qui ont été déposés en très grand nombre à l'attention de la Régie de l'énergie qui avait à décider des phases 2 et 3, celles que vous vivez ici présentement dans la région de Québec, okay, qui concernent l'ensemble de la province. Et très rapidement, dans la phase 1, des gens ont ressenti des symptômes associés à l'exposition aux ondes. Donc, des gens qui se savaient déjà électro-hypersensibles. Donc, ces gens-là n'avaient plus la possibilité de fermer les appareils qui étaient dans leur environnement. C'est pour ça qu'on a mis « off » ici. Toute exposition aux champs électromagnétiques était jusqu'à tout récemment, sauf pour les antennes relais qui se trouvent dans l'environnement, des expositions volontaires. Vous pouvez choisir d'avoir ou ne pas avoir un téléphone cellulaire. Et si vous en avez un, vous pouvez décider de l'utiliser de façon prudente, par exemple en l'éloignant de votre tête, en utilisant les oreillettes et en le fermant quand vous ne l'utilisez pas. Les électro-hypersensibles composaient avec un environnement où on pouvait déjà faire le choix de ne pas avoir ces appareils-là, de ne pas les utiliser et demander à nos proches de ne pas le faire. Avec l'apparition des compteurs, ces gens-là étaient catastrophés puisque les compteurs sont des sources d'émissions qui apparaissent dans tous les milieux de vie, non seulement dans les résidences, mais dans le milieu de travail, dans les endroits où on reçoit des soins, etc. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune possibilité de s'extraire de cette exposition-là. C'est une exposition involontaire. Donc, quand les gens vous disent « Oui, mais là, c'est pareil comme... » Non, c'est pas pareil, puisqu'il y a l'aspect volontaire qui entre en ligne de compte. Et on a eu tout
On a eu aussi toute une flopée de témoignages aussi de personnes qui se disaient en bonne santé, soucieuses de leur santé, qui avaient une bonne alimentation, de bonnes habitudes au niveau des exercices et tout, qui ont commencé à éprouver des symptômes qui sont les suivants. En fait, la liste est assez longue, mais ce sont les mêmes symptômes qui ont été observés partout en Amérique du Nord, où le déploiement s'est fait depuis 5 ans, ou à peu près, en Australie, en Colombie-Britannique, où le déploiement s'est fait avant ici. Donc, vous les avez, troubles du sommeil, troubles d'appétit, migraines, mais des très sévères migraines qui persistent, des troubles de concentration et de mémoire. Ça, c'est très fréquent, surtout chez les personnes qui ont le compteur dans la cuisine. À Montréal, on avait beaucoup de logements où le compteur était situé dans un placard tout près de la table à dîner. Et souvent, on avait des personnes qui avaient l'habitude de travailler dans la cuisine, des pigistes ou encore des personnes qui faisaient leur mots croisés ou leur sudoku, qui disaient « C'est incroyable, je ne suis plus capable de me concentrer. » Ça, on l'a eu beaucoup, énormément. Troubles de mémoire aussi, perte du langage, vertige, acouphènes, perte de l'audition, des nausées, étourdissements et des membres fatigués ou encore un sentiment de fatigue généralisée. Les gens nous disaient « On dort tellement mal, on se réveille, on a l'impression de ne pas être reposé. » Donc, irritation, des troubles de l'humeur et ainsi de suite. On demandait aux gens, pour vérifier la véracité de tout ça, de s'éloigner de la source. Donc, bien sûr, fermer toutes les autres sources d'émissions de radiofréquence, téléphone sans fil, et ainsi de suite, et de s'éloigner s'il y avait la chance d'aller à la campagne, par exemple, et d'observer si les symptômes disparaissent. Et habituellement, les symptômes disparaissent lorsqu'on coupe la source d'exposition après 3 jours, assez rapidement. Donc, les gens ont fait souvent l'aller-retour pour finir par se convaincre qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils ne souffraient pas de nocebo, mais qu'ils avaient bel et bien des effets dus à l'exposition. Ça, c'est un rappel des normes dont M. Hérault a parlé, je n'y reviendrai pas. Au niveau de la communication d'Hydro-Québec, ben là, on s'aperçoit que ce n'est pas de l'information qui nous est donnée. Ce ne sont pas des informations juste qui sont données, mais de la communication. Il y a un petit vidéo corporatif qui circulait, je pense qu'il est toujours disponible sur l'Internet, où on voit, ça c'est une capture d'écran, on voit les ondes se déplacer de façon omnidirectionnelle dans un environnement où j'aime à souligner qu'il n'y a aucun être vivant. C'est aseptisé, c'est supposé représenter des maisons, des bungalows, et les ondes se dirigent sagement d'un compteur à l'autre, à l'extérieur des domiciles, sans jamais pénétrer dans l'environnement vital. Et sans jamais attraper au passage ni animaux de compagnie, enfants ou qui que ce soit en chemin. Les ingénieurs nous ont dit que c'est de la mauvaise représentation, même de la désinformation. Ils ne mâchaient pas leurs mots. Il y a plusieurs ingénieurs qui se sont joints à nous, des ingénieurs à la retraite, pour nous dire « Oh, il n'y a pas de raccord. » C'est que je ne suis pas branchée, et là, la batterie est peut-être en train de flancher. Oui, c'est la batterie, ça. Est-ce que quelqu'un qui a T'as-tu un chargeur? un chargeur qu'on peut mettre dans le mur? Non, c'est ça. On a oublié de connecter le... Ah, ben là, je l'ai peut-être pour un petit bout de temps. Alors, je vais aller très, très vite. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, ce sont des ondes omnidirectionnelles. Donc, qui se dégagent sous forme plutôt de bulles. Et ça pénètre, bien sûr, la plupart des matériaux. C'est destiné, d'ailleurs, à communiquer malgré tous les obstacles. Et ça va vous générer un genre de brouillard qu'on appelle aussi électrosmog. Donc ça, c'est ce que Hydro-Québec omet de dire, parce qu'en vous présentant les ondes, bien sûr représentées avec la couleur verte, comme étant quelque chose qui se dirige sagement exactement où on veut que ça aille, c'est absolument pas ça. C'est quelque chose de plutôt salaud, hein, qui va se répandre partout sans qu'on ait aucun contrôle là-dessus. Il y avait déjà ceci qui avait un tableau comparatif qui avait circulé dans la communication au tout début du projet pilote dans les feuillets hydrocontact. Et là, on faisait une démonstration fallacieuse, une comparaison fallacieuse entre des mesures ponctuelles à la gauche de l'écran et des mesures moyennées dans le temps. Il y a une fine ligne bleue qui les sépare. Ça les protège peut-être d'une accusation de comparer indûment des pommes et des oranges. Mais ici, on vous donne des ordres de grandeur, 10 000 microwatts par mètre carré pour le micro-ondes, 2600 microwatts par mètre carré pour un téléphone cellulaire et 1000 microwatts par mètre carré pour un pour un laptop. Okay. Et le compteur, lui, ne serait qu'à 50 microwatts par mètre carré. Mais ce qu'on omettait de dire,
Là, c'est que ceci, ce sont des mesures ponctuelles. Vous avez un appareil de mesure, vous êtes devant l'appareil et il émet ceci ponctuellement. Ce qu'on omettait de dire, c'est que les compteurs émettent des ondes pulsées. Et tout à l'heure, on a dit que c'était peut-être les ondes les plus nocives, ou en tout cas celles qu'on tolère le moins. Bref période, mais à 49 000 dans ce qu'on a mesuré dans Villeray à l'époque, mais qui peuvent monter jusqu'à 55 000 microwatts par mètre carré ou 65 000 microwatts selon les prix. Donc ça, c'est 2 centres de recherche. Le CRIC, c'est québécois, et PRI, c'est américain. Ce qui fait que si on rapporte sur le côté gauche du tableau les ondes selon les mesures ponctuelles, bien, le compteur est nettement le premier dans la liste puisqu'il peut monter jusqu'à 65 000 microwatts par mètre carré, ce qui est 6 fois plus que votre four à micro-ondes. Maintenant, vous savez, votre four à micro-ondes, vous n'êtes pas devant toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il y a toute la problématique de l'exposition à long terme à une source qui est quand même non négligeable. Voilà. Donc, comment Hydro-Québec en est arrivé à une mesure de 50 microwatts par mètre carré? C'est tout simplement en faisant une moyenne. Si je reviens au tableau tout à l'heure, vous avez des ondes très fortes, mais qui tombent à 0 pendant une vingtaine de secondes, et une autre pulsation très forte, 0, et on vous fait la moyenne de tout ça, et ça vous donne 50. Donc, c'est l'information, entre plusieurs guillemets, qu'Hydro-Québec nous communique. On a dénoncé cette comparaison fallacieuse, qui fait que désormais, vous n'avez que des mesures moyennées dans la communication qu'on vous propose lors des soirées d'information d'Hydro-Québec ou encore dans les feuillets qu'on vous distribue avec vos factures. Donc, finalement, la vertu du moyen-âge des mesures fait en sorte que tout est minoré. Votre four à micro-ondes qui était à 10 000 tout à l'heure, il est rendu à 2 000. OK? Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de tout moyenner. Et, sauf que, encore une fois, le compteur réussit à être parmi les plus faibles puisqu'on moyenne dans le temps et que les mesures pulsées, vous l'avez vu le principe tout à l'heure. 2 mises en garde dont Hydro-Québec n'a jamais parlé, et c'est une notice du fabricant, c'est que les compteurs ne doivent pas se trouver à moins de 20 cm de toute personne libre d'accès et ne doivent pas être regroupés ou en présence d'autres antennes émettrices, que ce soit des compteurs ou d'autres appareils que vous avez déjà à la maison à Wi-Fi. OK? Parce que l'effet de cumul. Par contre, Hydro-Québec communique de cette façon avec des photos, encore une fois, qui induisent un faux sentiment de sécurité, puisque là, vous avez un installateur qui est heureux d'être content d'être collé sur son compteur. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Et souvent, les représentants, les porte-paroles d'Hydro-Québec font des gorges chaudes et disent « Oui, mais quand même, les gens ne dorment pas la tête sur leur compteur. » Oui, ça se peut, puisque dans le quotidien, remarquez bien, il y a ça doit être dans un patio. Vous avez le mobilier de l'extérieur. Donc, il peut très bien arriver qu'on passe de très longues heures à une proximité extrême là, des compteurs. On peut avoir la tête appuyée dessus, littéralement. Donc, voilà. Donc, une négligence et puis même une fausse prudence ici qui est induite. D'ailleurs, Hydro-Québec a obtenu une exemption d'un test très important, le test Specific Absorption Rate, ou DAS en français. Okay? En fait, tout appareil émetteur de radiofréquence situé à moins d'1 mètre d'une personne devrait subir un test en laboratoire où on soumet un dummy, un mannequin, à une exposition maximale, okay, pendant un certain nombre de périodes pour voir jusqu'à quel moment ces tissus vont s'échauffer. Donc, c'est encore un test uniquement conforme aux normes canadiennes là, d'échauffement des tissus. Hydro-Québec a eu, pour vos téléphones cellulaires, pour tous vos appareils, il y a un numéro de DAS qui vous indique à partir de quel moment vous allez sentir l'échauffement et à quelle distance vous devrez donc vous tenir l'appareil. Pour le compteur, on a une exemption. Pourquoi? Parce que tout simplement, les compteurs ne sont pas conçus ni destinés à être en présence des personnes à une si faible distance. On présume que vos compteurs vont tous se trouver dans des endroits où vous ne serez pas immédiatement exposés. C'est scandaleux puisque des compteurs, on en retrouve partout. Hein? Les compteurs ont été installés, les installations électriques au cours des années ont été faites à peu près partout. Et plusieurs, par exemple, un garage une entrée peut avoir été transformée en garage dans un premier temps, puis ensuite en pièce habitée. Le compteur est toujours au même endroit. Et finalement, bien, votre chaise de lecture est à côté au compteur, dans une pièce habitée. Donc, voilà. Donc, ce sont les enjeux plutôt d'exposition qui ont des effets sanitaires.
Mais il y a d'autres enjeux. Bien sûr, au niveau de la facturation, la comptabilisation électronique va permettre la facturation différenciée dans le temps. Mais aussi, au niveau comptable, va permettre de comptabiliser aussi votre consommation plutôt que sur 2 mois, sur le mois seulement, sur la semaine ou encore à la journée. Et ici, au Québec, ça a un impact particulier sur la facturation du 30 kWh, le premier 30 kWh, qui est moins cher. Donc, vous pouviez moyenner à votre avantage la consommation, puisque ce que vous n'aviez pas consommé de votre premier 30 kWh pouvait être pris dans une journée, vous en aviez consommé plus, finalement, vous êtes gagnant. Mais là, si on bloque la moyenne sur un mois, une semaine ou sur une journée, vous perdez cet avantage. Je vais un peu vite, mais vous pourrez retrouver l'explication. On peut aussi collecter des données sur toutes les activités du foyer, ce que ne permettait pas un compteur idiot, un compteur mécanique, qui, lui, se contentait de compter la totalité de kilowatts que vous aviez consommés. Ça pose donc un problème de cybervulnérabilité. Que va-t-on faire de toutes ces données rassemblées? N'oubliez pas qu'il y a la deuxième antenne Zigbee qui pourra avoir faire un répertoire très fin de ce que vous avez utilisé comme appareil, quand, comment, et aussi pour tout ce que vous avez utilisé comme communication aussi. Et avec l'affaire NSA, l'affaire Snowden, c'est particulièrement inquiétant puisqu'on n'a aucune garantie que ces données personnelles ne seront pas retransmises à des tiers, que ce soit l'État ou des gens qui ont l'idée d'en faire profit. Et bien sûr, le piratage, ce serait une possibilité aussi dans un autre enjeu qui pourrait, bien sûr, avoir des conséquences sur la sécurité publique. Un autre enjeu aussi, c'est le phénomène des incendies qui prennent naissance au niveau des compteurs nouvellement installés. Donc, partout, des incendies ont été rapportés, en Amérique du Nord, en Colombie-Britannique. En Saskatchewan, il y a plus de 5000 compteurs qui ont été retirés. En fait, ils avaient prévoyé installer 5000 compteurs. 105 000. Hein? 105 000. 105 000. OK, il y en avait installé un certain nombre. Là, je ne me lancerai pas dans les chiffres. Mais suite à un taux anormalement élevé d'incendie, ils ont d'abord fait un moratoire, puis ordonné le retrait de tous ces compteurs-là. Voilà. Ici, au Québec, à Montréal, on a eu quelques cas, notamment un qui a été bien rapporté dans les médias, c'était celui de Saint-Léonard, où 4 compteurs ont pris feu. Et on peut s'inquiéter des reprises de courant, parce que semble-t-il que ces compteurs-là sont moins bien protégés pour les changements de... Je vous dis, là, je ne suis pas ingénieur, mais on m'a expliqué qu'il y avait moins de résistance à ce niveau-là. Donc ça, c'est les 4 compteurs de Saint-Léonard. Donc c'est préoccupant aussi pour la sécurité publique, les incendies. Ça pourrait être la conception du compteur ou ça pourrait être tout simplement l'installation bâclée qui se fait sur un équipement vieillissant. Ici, on voit, et ça, c'est le chef des pompiers de Toronto qui donnait cette explication-là. Mais tous les bons électriciens comprendront. Regardez l'embase au moment de l'installer, il y avait un écartement trop large, ce qui a fait un effet d'arc parce que le contact se faisait moins bien. Voilà. Alors, je vais rapidement aller, certifications UL et CSA qui ne sont pas accordées aux compteurs. Alors, dans la réalité, les compteurs se retrouvent, comme je vous l'ai dit, à proximité, souvent à moins d'1 mètre, et en grand nombre dans l'environnement. Donc, ça, c'est des cas qu'on a à Montréal, mais vous en avez des semblables sans doute ici. Des compteurs dans des chambres à coucher d'enfants et des compteurs en grand nombre. Et ça, c'est préoccupant pour les personnes qui habitent, par exemple, des logements multiples et qui ont un compteur qui jouxte la chambre des compteurs, soit que vous êtes au-dessus ou à côté. Et il y a, dépendant des matériaux, il peut y avoir un rayonnement très important qui se fait dans les pièces voisines. Donc là, ici, on parle de 56 compteurs, mais on a vu des chambres où il y avait 200 compteurs et plus. Voilà. Et là, je vous parle maintenant de l'option de retrait. L'option de retrait, Hydro-Québec n'accordait pas le retrait au tout début, dans la phase 1 du projet, dans le projet pilote. Par la suite, on a eu un petit gain en obtenant l'option de retrait, mais les frais étaient très élevés, de 137 $, pour l'installation du compteur et de 17 $ pour la lecture. Maintenant, en date du 5 octobre dernier, la Régie a ordonné que les frais soient réduits à 15 $ d'installation, si on respecte un certain délai, et à 85 $ en tout temps pour tous ceux qui voudraient se départir du compteur. Et à ce moment-là, on vous met un compteur non communicant. À ce moment-là, vous ne gardez pas votre ancien compteur mécanique,
vous êtes obligé de prendre un compteur électronique de nouvelle génération, mais qui ne communique pas, qui n'envoie pas de signal par radiofréquence, mais qui va collecter exactement les mêmes données, qui va faire le calcul de la facture exactement de la même façon avec un procédé numérique. OK? Voilà. Le problème avec l'option de retrait, c'est que d'abord, il y a des frais. Ça peut être prohibitif pour plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens. Et c'est totalement inapplicable dans les cas de compteurs groupés. Donc, j'ai fait exprès de m'attarder sur cette diapo ici, où on voit bien que un seul compteur, le vôtre, pourrait faire l'objet d'une option de retrait, mais il faudra que vous convainquiez aussi tous vos voisins de faire de même. OK? Alors, si vous êtes préoccupé parce que vous êtes, justement, dans cet bloc appartement, il y avait une chambre des maîtres qui était située juste au-dessus du garage, et là, on avait un rayonnement énorme, on l'avait mesuré avec un appareil. L'option de retrait est complètement inapplicable dans un cas comme celui-là. Même chose si vous retrouvez des compteurs dans un milieu de travail. Ici, c'est un bureau d'électricienne. Si ce n'est pas elle qui est titulaire du compte, qu'elle n'est qu'employée, elle ne pourra pas demander l'option de retrait non plus. Donc, l'option de retrait est bien sûr quelque chose de complètement inapplicable. Et bien souvent, les compteurs des voisins sont les compteurs auxquels vous êtes le plus exposé. Hein? Et là-dessus aussi, vous ne pourrez pas avoir l'option de retrait. Voilà. Donc, ce sont tous des cas aberrants. Donc, l'option de retrait, en plus, vous ne pouvez pas garder l'ancien compteur mécanique, celui qui est idiot, qui ne comptabilise pas de façon numérique votre facturation, qui le fait de façon mécanique et quand même de façon très fiable, puisque jusqu'à maintenant, il était réputé comme étant les compteurs les plus justes au niveau du calcul. Hein, c'est que tout récemment qu'Hydro-Québec émet des doutes sur la fiabilité des compteurs mécaniques. Mais surtout, les compteurs mécaniques sont, au niveau de la facturation, des compteurs où n'intervient aucun calcul numérique. À ce moment-là, l'option de retrait ne peut pas satisfaire les gens qui se préoccupent de la surfacturation qui est probablement due au calcul numérique de la facturation. OK? Et voilà. Donc là, oui, c'est ça. Donc là, c'est justement. Donc, pour ce qui est de l'option de retrait, on s'aperçoit qu'elle ne règle pas le sort de tout le monde qui se préoccupe des ondes et elle ne règle certainement pas les problématiques de surfacturation qui sont dues à... Donc, finalement, plusieurs personnes en viennent à la conclusion que la seule façon de se protéger des rayonnements, là, je vais vous passer toutes les initiatives politiques, vous pourrez aller voir dans notre site Web, la seule façon de se prémunir à la fois des ondes et de tous les autres effets possibles, voyez-vous, on a fait bien des choses, c'est finalement, comme M. Roberge, de tout simplement barricader les compteurs. Donc ça, on a vu ça comme phénomène dans la région de Montréal. Quand les compteurs sont facilement accessibles à l'extérieur de la maison, c'est une opération de changement de compteur qui demande à peine 2-3 minutes et vous n'avez même pas besoin d'être à la maison. Ça peut se faire à votre insu, même si vous êtes dans la maison. Alors, des gens qui ne voulaient absolument pas que le compteur soit changé, comme M. Roberge, qui était particulièrement motivé du fait que son médecin, à cause de sa condition cardiaque, lui a fortement recommandé de ne pas s'exposer inutilement aux radiofréquences. Donc, il avait une lettre pour ne pas être soumis au détecteur de métal, par exemple, lorsqu'il va à l'aéroport, des choses comme cela. Sauf que le compteur se trouve à la tête de son lit, c'est-à-dire le mur, derrière le mur, c'est son lit, avec la tête de lit, et il ne voulait pas être exposé à ces ondes-là. Donc, pour lui, il en faisait vraiment un enjeu de santé. Et il a décidé, donc, bien sûr, en assumant les conséquences, mais il se considère assez mature et vacciné pour prendre des décisions responsables dans son cas. Donc, voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors, Hydro-Québec dit que ça peut être dangereux pour le feu. Hein? C'est la communication qu'on a eue dernièrement concernant les compteurs barricadés. Et on en doute, là, puisque, bien sûr, l'installation d'Hydro-Québec n'est pas vandalisée. La boîte, ici, elle est fixée, tout comme les autres ici, sur la propriété. Donc, aucunement le matériel Hydro-Québec n'est touché. Et puis, la lecture peut toujours se faire par le releveur. On n'est pas en train de vouloir frauder Hydro, là. Donc, les factures vont pouvoir se faire normalement. Par contre, c'est quand même accessible. S'il y a vraiment un enjeu sécuritaire à venir changer les compteurs et qu'on met un compteur qui correspond à ce qu'on souhaite, bien, il y a une clé, il y a un cadenas, et c'est possible d'ouvrir la clé, tout comme il serait possible d'ouvrir la porte si jamais les compteurs avaient été situés dans le domicile. Donc, pour terminer, l'opposition, elle est beaucoup plus grande que ce qu'allègue Hydro-Québec. Hydro-Québec dit, oui, ça va bien, on a 2,4 millions de compteurs d'installés, près de 2,4 millions de compteurs d'installés.
Par contre, ils disent, le refus, c'est à peu près moins qu'1%. Bon. En fait, ils ne comptabilisent que les options de retrait qu'ils ont honorées. Et le problème, c'est que dans le temps des fêtes, plusieurs personnes ont voulu réclamer l'option de retrait, mais n'ont même pas été capables d'avoir la ligne. Ils ont pris la peine d'écrire à Hydro-Québec et on a entendu dire que Hydro-Québec n'avait pas l'intention d'honorer les lettres. Voilà. Donc là, on est en train de vérifier ça avec l'Union des consommateurs, mais s'il s'avère qu'Hydro-Québec ne veut pas, étant donné que les gens n'ont pas pu avoir accès à la ligne, ne veut pas honorer les options de retrait dans les délais, parce que c'est sûr qu'il y a un enjeu de 70 là, si vous dépassez le délai. À ce moment-là, bon... Mais on peut comprendre qu'il y a eu des obstacles aux demandes d'options de retrait et que probablement le nombre d'options de retrait est beaucoup plus important que ce que veut bien alléguer Hydro-Québec. Et Hydro-Québec n'a jamais comptabilisé non plus l'opposition des gens sur le terrain, donc des compteurs qui n'ont jamais pu être installés. On estime qu'à Montréal, dans certains quartiers, il y a des quartiers qui ont été abandonnés par Hydro-Québec, qui sont allés les poser à l'extérieur de Montréal. Donc, si on comptabilisait ça, c'est encore des dizaines de milliers de compteurs de plus qu'il faudrait considérer, avec, bien sûr, les compteurs qui ont été barricadés. Voilà. Donc, on me dit d'arrêter, j'ai déjà trop parlé. On va maintenant vous laisser la possibilité de poser des questions.